Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc, vous avez été nombreux à me relancer depuis des mois pour que je vous fasse la deuxième, peut-être troisième, non, je pense que je vais m'arrêter à deuxième partie de présentation du bridge que j'ai acquis. Voilà, donc il s'agit du bridge, voilà, hop, je vais le montrer là pour qu'on le voit bien, voilà, du Sony RX10 Mark IV, un bridge que j'avais acheté, je sais plus, en avril, mai ou juin. Et donc je vous avais expliqué le pourquoi du comment, notamment pour moi, c'était une façon d'avoir un appareil photo super versatile qui me permette de tout faire sans avoir à me balader avec des objectifs monstrueux ou autres, sans avoir acheté un 150-600 pour faire de l'animalier, pour faire du sport, et d'avoir en permanence avec moi, bah, rien que je me balade avec ça pour faire du paysage, pour faire de la macro, pour faire du sport, pour faire de l'animalier, pour faire de tout. Donc voilà, je vous avais fait une première vidéo, donc la part 1, qui, bon, je vous remets un petit ici l'icône, et dans le petit i, alors je ne sais jamais quel côté c'est, donc je vous remets la première vidéo où je vous avais présenté bah, le pourquoi j'avais acquis ce bridge-là, toutes ces caractéristiques, tous ces trucs-là, je ne vais pas y revenir dans cette vidéo-là. Donc je vous engage vraiment à aller regarder. Voilà, ça vous permettra déjà de pouvoir rentrer dans le vif du sujet et du contexte. Dans la vidéo aujourd'hui, ben, on va se focaliser plus sur les logiques de prise de vue, un petit peu retour d'expérience. J'ai essayé de faire des exemples, de vous montrer un petit peu les possibilités de configuration de l'AF, des différents modes de prise de vue, un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça va être assez rapide, encore que je me méfie, toujours le rapide, ça prend une demi-heure. Voilà, mais je vais essayer d'étayer ça par des exemples. Maintenant, j'ai pris le temps de vraiment tester l'appareil, je vous dis, dans vraiment différentes circonstances. J'ai fait du paysage dans différents endroits, j'ai fait de la proxy, un peu de macro, j'ai fait de l'animalier, même si aimais en faire plus, mais bon, l'année n'est pas finie, et puis bon, j'ai toujours l'appareil, j'en ferai encore. Et j'ai fait aussi du sportif, de l'aérien, enfin voilà. Donc je pense que j'ai fait suffisamment d'éléments pour me faire une idée, pour vous en faire un retour plus ou moins de terrain, un retour en tous les cas d'usage, parce que j'ai fait, je ne sais pas combien j'ai fait de photos, mais j'ai dû faire plus de 50 000 photos déjà, avec cet appareil en 4 mois, quelque chose comme ça que je dois l'avoir. Donc voilà, bon. Donc ce que je vais faire, donc on va peut-être une vidéo un peu d'un format un peu différent, c'est-à-dire que je veux un peu bricoler, voilà, je vais monter ça un peu directement avec vous, et puis je vous montrer des petits bouts de films, j'ai réussi à, vous savez, à saisir ce qui se passe derrière mon écran, donc pour vous montrer directement le zoom, comment se règle l'autofocus, ce genre de choses. Je vous dis, j'ai plein de photos d'exemples à vous restituer, voilà. On va y aller un petit peu à la bonne franquette. L'important, c'est que vous voyez un petit peu les capacités de cet appareil. Donc pour ceux qui sont intéressés, on y va. Alors, le premier élément dont je vais vous parler, c'est vraiment le zoom de ce bridge. Donc je vous rappelle, c'est un zoom qui fait 24 à 600 mm et avec une ouverture minimale, donc à 24 mm c'est 2.4, mais rapidement ça passe à f4, mais ça vous permet quand même d'avoir un zoom 600 mm f4, ce qui est pas mal quand même. Donc le zoom, hop, si j'allume l'appareil, vous voyez, donc c'est un zoom numérique, donc qui se déploie, hop, voilà. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que ce matin, je me suis un petit peu filmé de par ma fenêtre et j'ai fait quelques prises de vue. Donc là, voilà, vous allez vous positionner comme si vous étiez à l'intérieur de l'écran et je vais vous montrer des petits bouts de film. Voilà, donc vous voyez, j'ai détecté un oiseau dans mon jardin, là sur un des arbres que j'ai dans mon jardin. Voilà, et ça m'a permis de vous montrer ce que ça peut donner de ma fenêtre d'aller zoomer un oiseau et je vous montrerai juste après un petit peu ce que ça fait de reculer et de voir à quelle distance était cet oiseau. Je pense, nouveau, là pareil, sur un autre arbre de mon jardin, j'avais quelques oiseaux que j'avais commencé à filmer. Bon voilà, après ils sont partis, je cherchais s'il y en avait d'autres. Ici, voilà, donc pareil, toujours un petit oiseau, enfin un oiseau qui était assez conséquent, qui était sur sa branche.
et voilà. Et là, ça vous montre, vous voyez, l'oiseau. Si je dézoome, j'étais dans ma fenêtre et vous voyez l'oiseau où il était. Et donc c'est l'avantage, c'est tout l'avantage d'un 600 mm. Bah oui, c'est que ça vous permet quand même de bien grossir et donc c'est très utile pour l'animalier et éventuellement pour le sportif. Alors, qu'est-ce que je me suis mis ici? Donc là, ce que je voulais mettre, je voulais vous montrer, voilà, c'est pareil, c'est un oiseau que j'ai filmé. Et là, ce que vous voyez, bah, c'est des photos que j'ai pu prendre. Voilà, et ça, c'est à main levée, donc ça vous donne une idée aussi de la stabilisation de l'objectif qui est pas mal à 600 mm. Vous êtes quand même beaucoup stabilisé, ça vous permet de prendre des photos, alors peut-être pas à 1 seconde, mais en tous les cas avec des vitesses relativement basses, c'est correct. Bon, même si là j'étais en 1250e de seconde, mais en tous les cas, il est super stabilisé, donc encore un bon point, un zoom 600 mm, mais aussi bien stabilisé. Deuxième point que je voulais voir avec vous, ce sont les différentes zones de mise au point de l'autofocus et de voir comment elles fonctionnent. Donc pareil, j'ai filmé l'écran donc de ce que voit, en tous les cas ce que l'on voit à travers l'écran, vous voyez voir le viseur de mon appareil photo, et ça va vous permettre de voir donc d'une part, alors que je retrouve ça, donc c'est ici, voilà. Donc vous voyez ici les différents modes de mise au point, donc une partie large, centre, spot flexible élargi avec différentes tailles. Vous avez, enfin, et pas élargi, le élargi et un mode flexible plus avec du suivi de sujets. Donc on va prendre les sujets, enfin les types de différents modes un à la fois. Donc là voilà, donc si on choisit le mode large, donc globalement c'est tout l'écran. Et donc là il fait la mise au point sur ce qu'il trouve globalement le plus près sur tout l'écran. Donc voilà, d'où le fait les petits points. Donc en plus là moi je suis en mode autofocus continu. Après, vous avez le mode centre. Donc ça détermine, vous voyez, un petit carré. Voilà, il est une taille assez raisonnable au centre de l'écran. Et voilà, il fera la mise au point sur ce centre. Donc charge à vous après à faire en sorte que votre sujet il soit sur le centre. Voilà, c'est indifférent des usages. Voilà, on peut facilement, je crois que c'est ce mode-là que j'avais utilisé notamment pour suivre les voitures quand j'avais fait la course de côte. Donc vous voyez, bon, voilà. Après, c'est à vous en fonction des types, je dirais, de mode d'autofocus, de voir quel est le plus adapté en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. Donc, dans aussi le suivant, c'est le spot flexible. Donc, vous voyez, c'est un spot que vous pouvez déplacer à l'écran et ce spot, vous pouvez après en choisir la taille entre un mode assez large, un mode moyen et un mode plus petit. Donc, vous voyez, donc là, je suis dans le mode le plus large possible. Donc, charge à vous après. Et en plus, l'avantage, c'est que pendant que vous êtes en train de prendre les photos, vous pouvez très bien être sur ce mode flexible large et juste en tournant la molette, donc c'est vraiment ça tombe sous le doigt, de passer dans un mode plus serré, voire un mode plus petit, de façon à être sûr de maîtriser la mise au point sur un petit carré qui soit une zone en tous les cas qui soit bien plus petite. Donc voilà, ça, pareil, il faut savoir dans quel moment les utiliser. L'autre mode, donc c'est le même mode flexible, mais c'est un mode flexible élargi. Donc si vous pouvez voir à l'écran, vous voyez, donc il fait pareil, donc on peut choisir la taille, donc il est censé faire la mise au point sur la petite zone qui est au milieu, mais s'il détecte que son sujet, il peut être dans les petits carrés qui sont tout autour, donc d'où le mode élargi, en fait il élargit à la périphérie de la zone que vous avez définie, donc ça vous permet de faire un suivi potentiellement un peu plus voilà, un peu plus précis si jamais votre sujet il bouge un petit peu par rapport à l'endroit où vous avez prévu qu'il soit. Voilà, et enfin, le dernier mode, c'est un mode dans lequel on peut l'utiliser quasiment avec tous les modes que je vous ai expliqué avant, mais c'est un mode qui permet de suivre le sujet une fois que vous avez loqué la mise à jour. Donc vous voyez là tout seul, il a fait la mise à jour sur une voiture qui est passée. Alors j'ai essayé, hein, parce que bon, l'idéal ça aurait été que je vous montre ça sur un oiseau dans le ciel, ce genre de choses, mais bon, j'ai pas pu sortir, bon c'était pas évident de le préparer par rapport à ça, mais vous voyez, je vais vous montrer. Voilà, donc hop, donc je vais jouer avec, voilà, avec ma main, vous voyez, et je lui ai demandé d'essayer de faire le suivi sur ma main. Bon là, c'est bon, c'est pas forcément très pratique. Et là, il suit, vous voyez, mon sujet une fois que je l'ai loqué. Donc voilà, donc ça vous permet typiquement, vous voyez, si vous voyez votre oiseau, vous pouvez le suivre, soit vous le suivez vous-même directement, soit avec celui-là, vous verrouillez sur l'oiseau, et ça permettra de le suivre en fonction de sa position dans l'écran.
Donc à vous de voir. Bon, je pense que ce sont des modes de gestion de l'autofocus qui auront retour un petit peu partout, mais voilà, en tous les cas, vous pouvez les retrouver et les ajuster sur le Sony RX10 Mark IV. La troisième partie, ce que je vais vous montrer un petit peu, c'est aussi les différents modes de déclenchement. Donc pareil, hop, j'ai fait un petit... voilà, j'ai filmé. Donc vous avez le mode rafale avec 3 modes, low, medium et high. Donc voilà, je reviendrai tout à l'heure. Vous avez le mode, le prise de vue simple, unique, et après vous avez les modes différés, ce genre de choses. Au niveau du mode rafale, c'est ce que je vais vous montrer. Donc hop, voilà, je l'ai allumé. Et bon, vous avez le mode, alors je ne sais pas en quoi je suis là. Je suis, hop, non, c'est ici, voilà, donc le mode déclenchement. Donc hop, si je... Voilà. Voilà, je fais une photo. Maintenant, si je me mets en mode, hop, rafale. Alors, j'ai pas mes lunettes. J'y suis là. Hop, voilà, l'eau. Donc l'eau, je crois que c'est 3 images par seconde. Donc, vous voyez, bon, voilà, c'est proche de ce qu'on peut trouver sur la plupart de tous les autres appareils. Après, j'ai le mode, hop, voilà, j'ai pas mes lunettes, voilà, hop. Voilà, le mode médium, normalement, c'est à peu près 10 images par seconde. Voilà, donc moi, généralement, c'est ce mode-là que j'utilise. Parce que après, vous avez l'autre mode, alors, et le mode high, donc il est là. Donc, hop. Donc c'est un mode 24 images par seconde, tout en maintenant le suivi de l'autofocus. Donc c'est quand même relativement performant. Je vous rappelle que vraiment ce bridge-là a récupéré le suivi autofocus qu'on peut avoir dans l'A9. Donc c'est vraiment un suivi autofocus et une gestion de l'autofocus de façon générale qui est très performante. Et donc là, si je fais la rafale, donc voilà, et je crois que vous pouvez continuer comme ça pendant 2,5, 3 secondes. Alors le problème quand vous faites des grosses rafales comme ça, c'est que derrière, vous voyez, si par exemple vous voulez voir, voilà, vous voyez là, il y a encore 10, 8, 15, 15, 10, 9, 8, 5, 2, 1, hop, ça y est, il a fini de vider le cache. Donc c'est bien qu'il a une zone tampon, vous savez, pour accumuler les photos, que vous puissiez faire une rafale la plus longue possible, mais après, il faut encore le temps qu'il puisse écrire ça sur la carte, donc du coup, il faut avoir une carte qui soit relativement rapide. Tiens, puisqu'on parle de carte, alors attendez, hop, je suis en train de rechercher. Donc là, pour mon bridge, là, donc j'ai pris des cartes là, ce sont des ScanDisk, voilà. Donc j'ai une carte de 128 Go et une carte de 64 Go. Donc c'est des... Alors blop, je vais prendre mes lunettes parce que sinon je vois rien. Donc ce sont des 200 mégabits par seconde, ce sont des classes 10 et des SDXC, des V30 1, 3. Voilà. Après pour ceux que éventuellement je vous mettrai à l'écran l'image des cartes qui sont là, que j'ai utilisées. Et ma foi, ce sont des cartes hop, qui vont bien pour ce type d'appareil photo. Alors, nouveau point que je voulais voir avec vous, c'est la partie ISO. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que j'ai souvent dit que l'ISO, voilà, la montée en ISO n'était pas terrible. C'est pas forcément illogique, à savoir que c'est souvent un rapport avec la taille du capteur. Et là, le capteur, je vous rappelle, c'est un capteur de 1 pouce. Donc la montée ISO, elle est pas terrible. Globalement, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer de ne pas dépasser les 800 ISO. Donc pareil, je vous ai filmé, alors bon, c'est un petit bout un petit peu rapide, voilà, pour vous montrer le menu des ISO. Donc vous voyez, on s'est incrémenté, on peut monter comme ça jusqu'à 12 800 ISO, le mode auto, ce genre de choses. Donc rien de très spécial par rapport à ça. Par contre, du coup, moi ce que je voulais vous montrer, donc j'ai fait quelques tests et je vais vous prendre sous Lightroom et j'ai fait tout à l'heure, là, ici, des photos de mon micro que j'ai devant moi et j'ai fait ces photos à différentes valeurs des ISO pour vous montrer un petit peu comment se passe la montée en ISO. Donc la première photo que j'ai fait, alors tiens, je vais zoomer,
Voilà, c'est une photo que j'ai fait à 100 ISO. Alors bon, elle est pas nette, je l'ai fait à main levée là comme ça, vite fait, et je suis à 1,6 secondes. Donc vous voyez, bon, voilà, ceci explique cela. Mais globalement, vous voyez, au niveau il n'y a pas de grain sur la photo, c'est correct. Si je monte, enfin, hop, voilà, la deuxième photo, vous voyez, je l'ai fait à 0,4 secondes. Et vous voyez, je suis déjà à main levée, donc stabilisation. Donc là, elle est super nette, donc pas de problème. Et pour vous voyez, je suis à 0,4 secondes. Donc là, je suis à 400 ISO. Donc vous voyez, c'est encore largement acceptable. Si je passe à 800 ISO, on commence légèrement à deviner très légèrement du grain, mais c'est largement acceptable. Vous voyez, par rapport à la photo, je vous rappelle, là, je suis zoomé à 100%. Et là, hop, voilà, si je commence à monter à 1600 ISO, vous voyez un petit peu le grain. Alors voilà, c'est sûrement la limite supérieure de là où c'est acceptable. Et après, j'ai fait du 3200, donc là, on voit bien autour du HyperX, là, le grain qui commence à arriver. Hop, 6400. Et enfin, voilà, 12 800, où là, bah, bien évidemment, un petit capteur d'un pouce, ça ne peut pas faire des miracles. Après, c'est toujours pareil, si je regarde, imaginons que vous ayez que cette façon de pouvoir faire de la photo, bah, vous voyez, la photo, suivant ce que vous voulez en faire, elle est quand même relativement exploitable. Bon, moi je vous disais, j'essaye quand même de ne pas dépasser les 800 ISO sur toutes les photos que je peux faire avec cet appareil photo. Donc bien évidemment, je ne vais pas forcément faire de la photo de nuit, ce genre de choses. Je pense que c'est la limitation, je dis, de la taille du capteur par rapport à un APS-C ou un full frame, bien évidemment, qui montrera beaucoup mieux en ISO. Autre point que je voulais montrer, qui est, voilà, il n'est pas dans la logique de prise de photo, mais il est plutôt dans la partie visualisation, parce que bon, souvent maintenant on prend des photos et puis on a envie d'aller regarder de ce qu'on a appris, notamment qu'on a pris une rafale de photos, je sais pas, de voitures qui passaient en dérapant, en faisant du drift et de la fumée. On a envie d'aller regarder de temps en temps si nos photos elles sont nettes, si elles sont correctement exposées, enfin voilà ce genre de choses quoi. Et donc si on voilà, si aujourd'hui vous cliquez sur le bouton, hop, voilà, voir lecture, hein, vous savez, vous avez ça. Et là, typiquement, voilà, c'est des photos que j'ai fait tout à l'heure, hein, dans les mêmes films que je vous ai montrés. Donc, vous voyez, vous pouvez zoomer, vous pouvez regarder. Voilà, ça vous permet de lire vos photos. Donc ça, c'est pas tant forcément ça que je voulais vous mettre en avance. Alors, je sais pas si je l'ai juste après. Alors, je vais regarder. Hop. Je vais laisser dérouler le petit bout de film. Voilà. Moi, c'est surtout cette partie-là que je vais vous montrer. C'est que vous voyez cette partie-là. Hop, alors hop, je vais revenir ici et je vais l'arrêter. Non, hop. Voilà. C'est ici, quand vous regardez les photos qui ont été réalisées au sein d'une rafale, en fait, il les empile dans le mode lecture. Et je trouve que ça, c'est super génial, parce que ça vous permet de, quand vous faites par exemple bah, de l'animalier ou du sport, où vous faites plein de rafales, bah, vous faites plein de rafales de peut-être, je sais pas, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 100 photos. Et l'avantage, c'est qu'il les empile et vous avez un tas de photos pour chacune des rafales que vous avez pu faire. Donc ça vous permet de pouvoir passer rapidement d'une rafale à l'autre comme vous passeriez de l'une photo à la suivante. L'avantage aussi, c'est que si le sujet d'une rafale est flou et pas net ou vous n'avez pas envie de le garder, bah, il suffit que vous supprimiez ce tas de photos empilées et ça enlève tout de suite peut-être les 10, 50, 100 photos que vous avez fait dans votre rafale. Et je trouve ça que c'est bien pratique. Le seul reproche que je ferais à ce stade-là, parce qu'en tous les cas, j'ai pas trouvé, c'est comment enlever au sein d'une rafale, en lisant derrière, juste une ou deux photos et garder le reste de la rafale. Donc c'est vous enlevez toute la rafale ou vous gardez tout, mais j'ai pas su enlever une photo ou deux par-ci par-là. Bon voilà, ça reste du détail, mais ça fait partie des choses que je voulais partager avec vous. Voilà, dernier petit point en tous les cas par rapport à ces petits copies d'écran de ce qu'on peut voir via le viseur de l'appareil photo que je voulais vous montrer, c'est globalement les différents modes d'affichage que vous pouvez avoir sur l'écran arrière, mais aussi dans le viseur. Donc là, vous avez le mode d'affichage avec voilà, il est passé. Vous avez un mode d'affichage, vous avez l'histogramme seulement. Vous avez un mode d'affichage où vous avez comme là le niveau. Donc ça vous permet de pouvoir vous rectifier. Par contre, vous n'avez pas tout en même temps. Vous n'avez pas le niveau en même temps que l'histogramme, par exemple. Et vous avez un mode d'affichage, vous n'avez plus l'affichage de ce que la vision du capteur devant, mais plus de tous les paramètres. La vision standard étant celle-ci, qui est ma foi relativement chargée. Donc moi, souvent, j'affiche juste
l'histogramme, ça me suffit bien. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que vous voyez et les informations que vous pouvez voir quand vous regardez derrière le cul de votre appareil photo, ou voire même, je vous dis, dans le viseur. Allez, on arrive bientôt sur la fin de ce que je vais vous montrer. Donc là, ce que je voulais juste partager avec vous pour l'instant, c'est quelques photos. Alors, ils sont là, elles sont là, voilà, que j'ai fait ce matin. Je vous dis quand je filmais voilà, le viseur pour vous montrer. Donc, c'est des photos que j'ai fait. Voilà, j'en ai extrait. C'est des photos brutes. Elles sont traitées juste par défaut, donc des tirettes, ce genre de choses. Donc, vous avez celle-ci. Alors, voilà. Voilà, les oiseaux, je vous dis que furtivement, j'ai eu juste le temps de le prendre avant qu'il s'en aille. J'ai toujours pareil, mon pigeon, là, qui était sur ma branche, toujours le pigeon, et une autre photo, mais ça j'y reviendrai parce que justement ça va vous montrer. Donc quelque part, voilà, ça, vous voyez que je veux dire, ça fait des jolies photos en termes de mise au point. Le seul truc que je reprocherais, si on veut commencer à parler des points positifs, les points négatifs, c'est que sur certaines photos, voilà, vous avez, alors là, bien évidemment, là déjà c'est une photo très légèrement croppée, j'ai dû cropper à alors 30%, je sais pas, enfin en gros je vais avoir que 70% à peu près de mon image initiale, elle est là. Mais vous voyez, c'est vraiment vous zoomez, alors là bien évidemment on n'est pas toujours censé faire, mais vous voyez toujours, vous avez quand même sur certaines photos un grain qui est plus ou moins présent. Bon, on n'est pas censé zoomer à 200% non plus. Et bon, ça, sur une photo, vous voyez, pas traité plus que ça, hein. J'ai pas essayé de redresser la netteté, la texture, quoi que ce soit. Ma foi, elle est relativement correcte. Pareil pour celle-ci, vous voyez, mon pigeon, regardez, il est largement correct. Et je vais voir l'autre derrière aussi, voilà. Vous voyez, pour une photo faite 600 mm à je sais pas combien de mètres de chez moi, regardez même en zoomant, c'est relativement correct. Bon, bien évidemment, je dis plus vous zoomez, plus vous voyez des points, mais bon, ça je pense que c'est inhérent à toutes les photos. Donc vous voyez, ma foi, on arrive à faire des belles photos. Donc parmi les points négatifs que je vais vous montrer juste là aussi, je trouve que c'est le bokeh, il est vraiment pas terrible. Et là, je veux dire, ça se voit vraiment sur cette photo-là. Pareil, hein, c'est des roses qui sont dans mon jardin que j'ai fait de ma fenêtre. Bon, au global, les roses, bon, elles sont ce qu'elles sont, mais par contre, regardez le bokeh. À partir du moment où vous avez plein d'éléments détaillés, et là, j'ai moi des graviers, plus plein de feuilles sur les graviers. Et donc, vous voyez, regardez, il fait plein de petits ronds, de ce genre de choses, ça devient, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment pas terrible en termes d'institution. Et vous avez même des effets optiques comme là, où franchement, la photo, elle est pourrie, quoi. Vous voyez? Donc, suivant le contexte, quand vous avez plein de détails et que les détails derrière, ils sont pas nets, ils sont pas dans la zone de netteté, donc ils sont plutôt dans le style, dans la zone où il y a le bokeh. Regardez, typiquement, là, cette photo-là, si vous enlevez la rose, l'arrière-plan, il est chargé de plein de détails, mais il est vraiment pourri, je veux dire ça, je vois pas d'autres termes, et notamment ici, là, ça fait un effet. Donc voilà, vous n'êtes pas à l'abri, alors je sais pas, hein, il aurait fallu que je fasse ça avec mon full frame pour dire voilà la photo que j'ai avec mon full frame, voilà, j'ai la photo. Bon voilà, donc je suis là pour vous donner tous mes avis de ce que j'ai pu voir, hein. J'essaie d'être transparent, pas vous dire regardez l'appareil, c'est le plus beau appareil du monde, même si franchement, il fait des belles photos. Mais vous voyez, typiquement, c'est un cas typique où on voit que dans ce cas-là, le rendu, il est vraiment pas terrible quand même. Donc je reviens en plein écran et là voilà, je vais essayer un petit peu de revenir maintenant dans les positifs et les négatifs. Donc dans les premiers points négatifs que j'ai commencé à vous donner tout à l'heure, c'était un petit peu la montée en ISO. Alors c'est pas négatif, mais c'est lié au capteur, comme je vous disais, donc avec un capteur d'un pouce, on peut pas tout avoir, voilà, donc ça, voilà, on peut pas avoir la montée en ISO, mais bon, ça se maîtrise assez bien, voilà, il faut maîtriser juste quand même la lumière. Vous avez le bokeh qui est pas terrible, notamment si vous avez plein de petits détails derrière, vous avez vu les roses tout à l'heure qui sont pas terribles. Dans les points négatifs, puisque je suis dans les points négatifs, vous avez aussi quelque chose, mais qui a été reproché par tous les gens qui ont utilisé cet appareil photo, c'est, vous voyez, hop, là, alors je vais essayer de vous le montrer là, hop, la trappe, voilà, la trappe pour accéder à la carte SD. Et là, cette trappe-là, elle est tellement bien faite que, vous voyez, je clique ici, ma carte SD, elle sort, sauf que je peux pas faire ça, ou très peu. Donc typiquement, il faut que vous fassiez comme ça pour accéder à la carte SD et la sortir. C'est vraiment pas pratique, il faut pas avoir trop de gros doigts. Voilà, je pense qu'ils auraient pu un petit peu optimiser. J'ai jamais eu ça sur mes autres appareils photo. C'est vrai que tout le monde le dit. Bon, après, on fait avec, hein, il n'y a pas non plus mort d'homme, mais c'est vrai que c'est un petit point gênant. Voilà, je pense que pour globalement les gros
Côté négatif, moi, j'en vois pas beaucoup, voilà, après sauf à vraiment pinailler. Côté positif, je veux dire, bah, écoutez, un zoom 24-600 millimètres, donc vraiment, vous pouvez tout faire. Vous n'avez pas besoin de changer de zoom pour faire la fleur là et l'oiseau qui vole à 600, au 600 millimètres. L'ouverture quand même qui est relativement grande, hein, je dirais à 24 millimètres, je disais c'est ouverture constante de 2.4 et rapidement, bon c'est sûr que dès que vous sortez le zoom ça monte à f4, mais bon vous arrivez quand même à avoir un zoom de 600 millimètres à f4, donc ma foi c'est relativement lumineux, c'est correct. Vous avez la stabilisation, donc je vous ai montré quelques photos, hein, où vous voyez typiquement à main levée, là vous voyez à travers l'œil, le viseur de l'appareil photo, comment en main levée moi je voyais, et vous voyez, on peut très bien faire des photos à main levée, c'est bien stabilisé. Les positifs, voilà les différents modes de suivi de l'autofocus, ce genre de choses. À l'inverse, et je dirais pour le coup, je vais remettre ça dans la case des négatifs, c'est un appareil photo qui, notamment pour tout le paramétrage de la gestion de l'autofocus, il y a des options de partout. C'est relativement compliqué à comprendre le pourquoi, le comment, à quoi sert cette option, à le paramétrer. Donc je pense que j'ai pas encore fait le tour malgré tout de toutes les options. Il y a peut-être encore des options qui me permettraient encore d'améliorer les photos que j'ai peut-être pas encore investigué ou pas compris à quoi ça servait. Donc voilà, bon, après, voilà, il y a encore plein de choses hein, que j'ai pas continué d'investiguer. Il y a différents modes, par exemple, je sais qu'on peut enregistrer des configurations de paramètres et via un mode, c'est le mode MR, hein, comme vous tournez comme le mode manuel, priorité ouverture, priorité vitesse ou même automatique. Vous avez le mode MR qui permet de rappeler une configuration de paramètres. Et tout de suite, ben, ça vous met, tu as les paramètres avec la vitesse, la balance des blancs, l'ouverture, ce genre de choses, par exemple, pour faire des oiseaux en vol, et vous choisissez, vous tournez la molette, vous choisissez un autre jeu de paramètres, et c'est pour faire la proxy, la macro de la petite bébête qui est devant vous. Voilà, donc ça, c'est des choses que j'ai pas encore configurées. Dans les choses qui sont bien, alors j'ai pas du tout parlé, je vais pas en parler là, ni dans une énième, une troisième vidéo. C'est toute la partie, la capacité à faire de la vidéo, donc ça c'est assez sympa. Notamment le fait de pouvoir faire des ralentis jusqu'à 1 millième de seconde, hein. Je vous avais mis ça quand j'ai filmé l'allumette qui se gratte là, où on voit vraiment le ralenti, donc ça c'est sympa. Notamment pour, vous savez, toutes les petites expériences que j'aime bien faire en vitesse rapide, donc ça permettra de faire des restitutions. Après, vous avez des différents modes, mais moi que j'utilise pas trop, le mode panorama, enfin voilà, il y a plein d'autres choses aussi, mais moi je me focalise. Cet appareil photo, je l'avais essentiellement acheté pour moi, pour pouvoir faire de l'animalier et la photo sportive. Je l'ai fait. Ça permet bien évidemment de faire du paysage, de faire de la photo de rue, de faire de la proxy, de faire de la macro. Vous pouvez tout faire avec. Voilà. Après, c'est un choix d'avoir un appareil tout en un ou d'avoir un autre appareil avec un capteur éventuellement plus gros sur lequel on peut changer les objectifs, tout ça. C'est pas le même coût, même si cet appareil, je vous rappelle, il n'est pas donné hein, parce qu'il est dans les 1600 euros. Donc c'est un appareil, c'est un bridge qui est réputé être le meilleur bridge de la série aujourd'hui qui existe encore. Je crois que c'est un bridge de 2017, hein, donc il est encore réputé aujourd'hui donné par les sachants, hein, pas moi, je ne suis pas capable de comparer. Encore en 2023 comme un bridge complètement d'actualité qui est le meilleur bridge qui existe. Donc voilà, bon, moi je suis content de son utilisation. Et pour conclure cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura donné un petit peu des idées un peu plus précises de comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire avec. Je vais vous remontrer une série de photos que j'ai pu faire depuis que je l'ai. Alors souvent c'est des photos que je vous ai retranscrites plus ou moins soit sur Facebook, soit dans des vidéos. Et voilà, des photos de proxy, des photos de paysage, des photos d'animalier, des photos de sport ou d'aérien, pour vous remontrer, pour ceux qui n'auraient pas encore vu les photos que j'ai pu faire avec, pour me donner des idées de photos de restitution. Donc je vous montre ces photos là vite fait, petit diaporama, et je vous reprends juste après.
Voilà, vous voyez que, ma foi, on arrive à faire quand même des choses qui sont vraiment sympas. Voilà, on peut toujours faire mieux, hein, je veux dire, mais ça, après, il y a aussi le photographe qu'il faut qu'il soit meilleur et qu'il s'améliore pour faire des meilleures photos. Donc, en tous les cas, moi, j'en suis bien content de cet appareil photo. Vous l'avez donc compris. Donc, ceci, c'était voilà une deuxième partie de restitution où je rentre un peu plus dans le détail d'utilisation, de comment l'utiliser, les différents modes pour faire des photos, ce genre de choses. J'aurais pu aller plus loin, mais c'est pas facile. Il faut consacrer beaucoup de temps. Ça fait déjà pas mal de temps que je prépare cette vidéo-là, que je me disais comment je vais vous restituer pour une vision terrain de comment ça fonctionne ou autre. Voilà, je vois pas comment je peux faire beaucoup mieux. J'ai pas envie de faire une troisième partie pour rentrer dans des détails minimes. Je pense que là maintenant vous avez une bonne vue entre la première partie que je vous engage à aller regarder, où il y avait toutes les caractéristiques, et cette deuxième partie-là. Je pense que pour ceux qui sont intéressés par cet appareil photo, ça vous donne déjà une bonne aperçu de ses capacités. Voilà, j'arrête de blablater, donc bah, voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des avis, si vous avez cet appareil photo, vous en êtes content, si vous avez des plus, des moins que j'ai pas cités et que vous voudriez faire partager avec les gens qui pourraient être intéressés. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, c'est ici que ça se passe. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.